Très bien. Alors on est tout en haut de la page. Tout en haut de la page la semaine dernière, pas besoin de revenir, c'était complètement indépendant, c'était un Tosfot qu'on a vu du début à la fin, d'accord, qui nous permettait de faire des comptes. Ok, ceux qui le souhaitent peuvent le retrouver bien sûr sur le cours de la semaine dernière qui est enregistré. Donc là on peut attaquer directement la suite. Donc rappelez-vous, on avait fini par une question. On avait donné 3 dates de pluie. Les pluies qu'on appelle les pluies de Yoré, les pluies de début de saison, elles ont des dates dans la tradition. On a des dates pour savoir quand est-ce que ces 3 pluies, il y a 3 pluies de début de saison, quand est-ce qu'elles doivent tomber. Il s'avère qu'elles tombent pendant le mois de Cheshvan. D'accord, c'est la date, c'est le mois propice pour ces pluies-là. On avait vu d'après la halacha, qui suit l'opinion de Rabbi Yossi, qu'il y a 3 dates. Voici les 3 dates officielles. C'est le 17 du mois de Cheshvan, première pluie. Le deuxième pluie, c'était le 23. Et la 3e pluie, c'était le 1er du mois de Kislev. D'accord ? À 7 jours d'intervalle à chaque fois, sans revenir sur le cours de la semaine dernière. Donc, 17, 23, Rosh Chodesh Nissan, Kislev. D'accord ? Ce sont les 3 dates des premières pluies de la saison d'hiver. On a fini par une question que posait la Gemara. On nous dit, les premières pluies, à quoi bon me donner une date des premières pluies ? À quoi ça me sert ? On parle ici d'Alacha. À quoi ça me sert de connaître la date des premières pluies ? Première réponse, très simple. Parce que ça signifie que c'est à partir de ce jour-là qu'il faut commencer à dire Barech Aleinu dans la Hamida. Puisque c'est la date à partir de laquelle on considère que c'est le moment de la première pluie. Donc Barech Aleinu, je le dis quand ? À la date de la première pluie. Bien. À quoi me sert la date de connaître la date des dernières pluies ? Donc celle de Rosh Chodesh Kislev. On a donné la réponse. On a dit parce que si jamais, jusqu'à Rosh Chodesh Kislev, il n'y a pas eu une goutte de pluie, ça veut dire que la saison commence très mal. On est en Israël, c'est la sécheresse très rapidement, etc. Si Rosh Chodesh Kislev arrive et il n'y a toujours pas eu de pluie pendant le mois de Cheshvan, tu dois commencer à jeûner. D'accord, les fameux jeûnes faits par les Talmidei Chachamim pour commencer à demander à Akadosh Baruch Hu de se réveiller, ou plutôt de nous réveiller pour nous envoyer la pluie, ça c'est donc la 3e pluie, la date de la 3e pluie. Donc, le 17 Cheshvan, ça me sert pour savoir quand est-ce que je commence à dire Barech Aleinu. La date du premier Kislev me sert pour savoir à partir de quand on commence à jeûner si jamais il n'y a pas eu de pluie. Très bien. Mais la date de la pluie intermédiaire, pour les vœux. À quoi ça me sert ? À quoi ça me sert ? On avait terminé comme ça, on avait dit c'est pour les vœux. Quoi les vœux ? Si quelqu'un dit je fais le vœu de ne pas manger telle chose jusqu'aux pluies, je ne sais pas pourquoi il fait ce vœu, peu importe, il fait un vœu. Je fais le vœu de ne pas toucher ce stylo jusqu'aux pluies. C'est quand jusqu'aux pluies ? Réponse, c'est les pluies intermédiaires. C'est la date des pluies intermédiaires. Jusqu'à quand il ne va pas toucher cet objet ? Jusqu'au 23 du mois de Cheshvan. Pourquoi ? Rachid nous a dit parce que les pluies, au pluriel, c'est quoi les pluies au pluriel ? C'est la 2e pluie. La première pluie, c'est pas encore un pluriel. Les 2e pluies, c'est à partir de ce moment-là que ça devient un pluriel. Donc, dit la Gemara, la date des pluies du milieu me sert à une seule chose, à quelqu'un qui ferait un neder de ne pas utiliser ou manger quelque chose jusqu'aux pluies. C'est quand le jusqu'aux pluies ? Réponse, c'est jusqu'aux 2e pluies. D'accord ? Donc on a justifié les 3 dates. La première, c'est pour dire Barech Aleinu. La 2e, c'est pour me dire quand est-ce que j'arrête un vœu. Et la 3e, c'est pour savoir à partir de quand on commence à jeûner si jamais il n'y a pas eu de pluie. Très bien. On continue. Le neder, il va jusqu'à la 3e. Non, jusqu'au 2e, on a dit. Que le 2e. Jusqu'au 2e. Oui, il s'arrête. Après, c'est tout. Le neder finit. Vous savez qu'un neder, il a un temps de début et il a un temps de fin. Donc il n'y a pas eu de pluie. Donc quelqu'un qui dit non, ça n'a rien à voir, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Quelqu'un qui dit je ne veux pas faire, je fais le neder de ne pas toucher cet objet-là, et il dit jusqu'aux pluies. Ça veut dire quoi jusqu'aux pluies ? C'est quoi la date ? Réponse jusqu'aux 2e pluies. Qu'il y ait des pluies ou pas, c'est pas ça la question maintenant. Qu'il y ait ou pas eu des pluies, c'est pas ça le problème, c'est de savoir quelle est la date à laquelle mon vœu s'arrête. Donc c'est le 23. Chazak, ce sera le 23. Très bien. Même s'il n'y a pas de pluie. Même s'il n'y a pas de pluie, Voilà. Très bien. Oui, j'écoute. Aujourd'hui, c'est quoi s'il n'y a pas de pluie ? On fait quoi ? Il n'y a plus les jeunes ? Bien sûr, il y a les végétaux. Et tu vas le voir. C'est toute notre. N'oublions pas, même si on s'est un peu perdu, n'oublions pas que le titre de notre macérette, c'est les jeunes. C'est les jeunes qui seront liés au problème du manque de pluie. Et ce sont, vous verrez, des halachot qui sont dans le Shulchan Aruch. D'accord ? Pour savoir comment on réagit quand il ne pleut pas. Et en Israël, effectivement, c'est des choses qu'on
connaît un peu plus que nous en France, parce qu'on n'est pas concerné aussi directement. Mais en Israël, dès qu'il y a eu tout un mois sans pluie, etc., il va y avoir des jours Dans de les jeûne. avions, ils tournent des rabbinim encore connaissez ça d'Israël, bien sûr. On verra tout ça vient. On verra. Très bien. En hélicoptère. Rav Zvid. Vous l'avez, donc on est à la deuxième ligne de la page. Amar. Vous l'avez Rav Zvid. Il y a un Rav qui s'appelle Rav Zvid. Amar. Les étimes. Et nous dit non, tu sais que la date des deuxièmes pluies, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça n'a rien à voir avec les vœux. Comme très souvent dans la Gemara, on n'est pas tout forcément d'accord. Donc le premier il a dit c'est par rapport aux vœux. Le deuxième il dit ça n'a rien à voir avec les vœux. Qu'est-ce que tu me racontais sur de vœux, là c'est pas clair. D'accord? Non, ça n'a rien à voir. Lui il dit c'est un rapport avec les olives. Ah oui, d'accord, c'est beaucoup plus clair du coup. Ah oui. C'est un rapport avec les olives. De quoi on parle? Alors écoutez, l'enseignement qu'il nous rapporte. Il nous rapporte une Mishnah. Alors tenez bien cette Mishnah, messieurs, elle est importante. Mais ematai kol adam mutarim beleket beshicha ou bepea. Réponse, misheyelchu anemushot. Traduction. Vous savez que lorsqu'on est en Israël et qu'on a un champ en Israël, en plus des prélèvements sur la récolte, il y a aussi des tas de mitzvot qui sont liés à ma récolte. Pas forcément des prélèvements, des mitzvot qui me permettent de penser aux pauvres directement lorsque ma récolte est encore sur pied. Et il y a différentes mitzvot. Je vous donne la liste des mitzvot qui sont concernés. Il y en a 5. Il y a ce qu'on appelle leket, il y a shicha, il y a pea, il y a peret et il y a olelot. 5 mitzvot qui sont liés à ma récolte. Que signifient ces 5 mitzvot? Leket, c'est quoi? C'est lorsque je fais la moisson et qu'en moissonnant, il y a une gerbe ou deux qui tombent sur le sol. La Torah nous dit, wow, fais pas marche arrière pour les prendre. Laisse-les aux pauvres. À quel point tu es propriétaire de ton champ? Tu es propriétaire, ok, mais quoi? Jusqu'au la dernière gerbe qui est par terre, elle est tombée. Ne fais pas le signe de maître complet de cette terre en te disant ah non je laisse rien, même pas un grain je laisse, je vais récupérer, faire marche arrière, me baisser, prendre une gerbe qui est tombée par terre. La Torah nous dit, c'est la Torah, hein, la Torah nous dit tu n'as pas le droit, s'il y a une gerbe ou deux qui tombent par-ci par-là, ne te baisse pas et ne fais pas marche arrière pour les récupérer, c'est offert aux pauvres. Bien, ça c'est Péret, Leket. La deuxième c'est Shira. C'est quoi Shira? Lorsque je moissonne aussi, il peut y avoir des endroits que j'ai oublié de moissonner. Alors attention, il y a des mesures bien précises, etc. Mais vous savez, des fois, c'est un peu tordu mon champ, etc. Donc moi, je suis avec ma machine. Et puis, il y a des coins que je ne suis pas forcément bien passé partout. J'ai oublié des fois un petit coin par-ci, par-là. La Torah nous dit, c'est encore la Torah qui nous dit ça, ne reviens pas sur les petits trucs que tu as oubliés, quelques gerbes par-ci, par-là aussi, qui sont encore sur pied. Laisse-les aux pauvres. Là, les pauvres de la ville, il faut bien qu'ils mangent ces gens-là. D'accord? Donc, laisse-les aux pauvres. Ça s'appelle shira. PA, c'est quoi? PA, c'est le mot les coins. Un coin, c'est PA. Là encore, la Torah nous dit qu'au moment où je moissonne, les coins de ton champ, ne les prends pas. Tous les coins? Oui, tous les coins. Il y en a 4. Hein. D'accord? Les coins, non, pas forcément. D'accord? Les coins. Laisse, sois large, sois large. De toute façon, ta parnassa, c'est Hachem qui te la fixe, de toute façon. D'accord? Donc, plus toi, tu vas avoir un regard étriqué sur ce qui t'appartient, et plus Hachem va dire, ah bah si c'est toi qui gères, alors je te laisse gérer tout seul. D'accord? Donc, c'est bon, laisse les coins, tu laisses. Ça s'appelle PA. Ça vient de là, les péotes. Les coins de notre chevelure. Ça vient de là. Ça vient de là. Ouais. Ensuite, il en reste encore 2. Il y en a un qui s'appelle Péret. C'est quoi Péret? C'est Chéné Gargirim Anofli Miyad Abotzer. Alors là, ce ne sont pas les gerbes, mais ce sont les grains de raisin. D'accord? Qui tombent. Ça va, ça aussi, tu ne vas pas te baisser pour les ramasser, tu laisses. Et le dernier, c'est Olelot. Toujours pour les pauvres ou... Bon, bien sûr, toujours pour les pauvres. Les Olelot, c'est quoi? C'est des grappes carrément, échecolotes. D'accord? C'est les grappes. Une grappe. Qui sont tombés. Là aussi, ça va, ne récupère pas tout. 5 mitzvot qui concernent les pauvres. Bien. Maintenant, on revient à notre Gemara, à notre Mishnah. À partir de quand est-ce que Monsieur Tout-le-Monde
aura le droit de venir dans le champ pour récupérer ce qui reste dans le champ. Après les pauvres. Razak, ça veut dire quoi? Normalement, ces choses-là qui traînent dans mon champ, c'est pour les pauvres. Ouais. Oui. Mais jusqu'à quelle date je dis que c'est pour les pauvres et que personne n'a le droit de les manger? Jusqu'à quand? Une date définition. D'accord? Il y a une limite. Les pauvres, jusqu'à quand ils vont venir? Quoi? Toute l'année, ils vont venir les pauvres? Les pauvres, ils ont une stratégie. Parce qu'on nous dit effectivement qu'ils avaient une stratégie. Les pauvres, ils connaissent les dates des moissons, les dates des récoltes, ils se mettent en position autour du champ. Ils savent, c'est une mitzvah de la Torah. C'est pas honteux, c'est pas du vol. Parce que le blé, c'est bien avant. Exact. C'est-à-dire qu'ils ont eu depuis le mois de juin, Exact, finalement, pour- exact, alors que les jusque- vendanges pour le vin c'est plus tard, C'est c'est en plus tard, septembre, c'est octobre. absolument. Exactement, mais quelles que soient les saisons, donc les pauvres en fait, donc dans leur C'est-à-dire stratégie. qu'ils ont beaucoup plus de temps pour Bien le sûr, les pauvres ils ont leur stratégie. Par rapport aux champs de blé, ils ont une certaine date. Dans les vignes, ils ont une autre date. D'accord? Et donc, ils se mettent en position. Il y a attention, ils n'interviennent pas tant que c'est le moment de la moisson. Tant que le gars il travaille dans son champ, ils n'interviennent pas, ils ne vont pas l'embêter. D'accord? C'est un truc qui est bien réglementé. Donc ils le laissent travailler. Une fois qu'il a fini son champ, hop, les pauvres peuvent pénétrer à l'intérieur du champ. Ce n'est pas du vol, c'est la mitzvah de la Torah. Tu n'as pas le droit de les chasser. D'accord? En disant ouais, dégagez d'ici. Non, pas du tout. D'accord? Ils ont le droit de se servir. Mais maintenant, il y a un moment où on considère que les pauvres sont déjà passés. Et que du coup, si jamais il reste encore des choses sur le champ, monsieur tout le monde a le droit de venir et de les prendre. Est-ce que la prescription marche aussi pour le propriétaire du champ? Oui, bien évidemment. Quand je dis monsieur tout le monde, c'est monsieur tout le monde. Ah oui, c'est ça. Lui Même aussi, le il peut propriétaire a le revenir. droit de revenir en se disant bon, ça y est, ils sont passés, ils ont pris ce qu'ils ont eu besoin. Maintenant, il reste quand même des trucs. Je ne vais pas les laisser pourrir sur le champ, c'est quand même dommage. Donc, il va les récupérer. Que ce soit lui ou un autre, Pourquoi un autre? n'importe qui. Quelqu'un qui passe dans ton champ. Mais je recommence 2 secondes. Je suis Ouais. propriétaire du champ. Oui. Je fais les lachotes. Très les bien, pauvres truc, passent, les pauvres sont passés. Et le reste, c'est à moi. Eh bien, à Khazak, ici la Mishnah vient t'enseigner qu'à partir du moment, C'est pas- c'est à partir du moment où c'est sorti de ta propriété, c'est sorti de ta propriété, c'est plus à toi. Tu as le droit de revenir les prendre toi-même à la fin du plus cycle, chez toi. mais en fait, un autre a le droit il passe à côté, il voit qu'il y a, vous savez, vous passez à côté d'un champ qui a déjà été vendangé, etc. Il vous reste encore, vous voyez qu'il reste encore un peu de raisin accroché à quelques vignes, rien que pour le kiff, d'accord, de passer, grignoter un raisin. À partir de quand j'ai le droit? Parce que si tu y vas trop tôt, attention, c'est important. Si tu y vas trop tôt, c'est du vol. Par rapport au vol, aux pauvres. Tu voles les pauvres. C'est pas que tu voles le propriétaire, parce que c'est plus au propriétaire. Tu voles le pauvre, parce que le pauvre, il a sa période où il... on vole le propriétaire. Donc, Khazak, avant les vendanges, tu voles le propriétaire. Et t'as pas le droit de rentrer dans un champ, grignoter un truc, c'est assourd. Maintenant, après la vendange, t'as les pauvres. Donc, si toi, tu viens et tu leur prends, ça s'appelle du vol de pauvres. C'est terrible. Mais une fois que les pauvres sont déjà passés, c'est fini. Donc, la question... C'est pareil pour un verger, pour un. Ah, chaque chose en son temps. Ah, d'accord. Il y a des halakhot spécifiques pour chaque chose. d'accord. Donc là, ici, on nous parle de quoi? Leket, Shicha et Péa. Ce sont les 3 mitzvot qui sont liés à la récolte du blé. Du blé. Donc pour le blé, ces 3 mitzvot, donc pose la question la Mishnah. À partir de quand est-ce qu'on a le droit de les manger? Réponse, Mishéelchou à Nemushot. À partir du moment où les Nemushot sont passés, c'est bon, c'est autorisé pour tout le monde. C'est quoi les mots? Qu'est-ce que les Nemushot? Rachi, juste en face, Rachi, juste en face. Je sais plus, c'est pas les pauvres de la ville d'à côté. Alors, une seconde, non, 2 minutes. Michel, c'était dans la Gemara de Baba Metia qu'on avait vu ça. Michel Anemushot, c'est Rachi juste en face. Khazak. Bassadé, donc dans le champ, des Mikan Vaelar, Nitia Ashush Aranim. On nous dit que quand les Nemushot sont passés, Ils ont fait le. tous les pauvres désespèrent de trouver quoi que ce soit dans le champ. Ça veut dire qu'on sait que quand les Nemushot passent, c'est fini. Mise une shot. On ne sait pas ce que c'est. C'est toujours pas dit. Hein. Les fiches et Yodim, im nishar leket shichaupea nemushot netalum. Parce qu'ils savent que si jamais il restait encore quelques petits trucs qui traînaient dans le champ, les nemushot, ils ont tout récupéré. C'est les oiseaux. Non, C'est quoi des hommes. nemushot? des C'est hommes. quoi nemushot? hommes. Nemushot, regardez, c'est le rachid d'après. Lachon memashesh. Ce sont des gens qui mettent la main partout. Ceux-là, c'est Non, des pas des experts. pauvres, Ils viennent récolter, ils cherchent, ils tournent, ils se mettent par Ils laissent terre, pas un grain. ils trucs. Ils trouvent tout, ceux-là. Ceux-là, ils trouvent tout. C'est l'État. Ils trouvent tout. C'est les pauvres. Non, Norbert. Ce sont aussi des pauvres. Mais attention, hein, c'est une catégorie de pauvres, mais qui sont des némouchottes. C'est des pauvres spéciaux. C'est des pauvres vraiment qui vont
au Ça bout fouille au de, fond. qui laisse rien de rien dans les champs, d'accord? Comme les enfants qui vont sous les bancs chercher les bonbons que toi tu n'aurais pas vu. D'accord? Donc, les némouchottes viennent donc tout récupérer. Quand les némouchottes sont passées, les pauvres, donc qu'est-ce que se disent les pauvres? La terre, Puisqu'on a vu les némouchottes passer, nous pauvres, on ne reviendra pas dans ce champ-là parce qu'on est sûr de rien trouver. Donc, puisque les pauvres font yéhouch, ils abandonnent leur droit de propriété sur les grains qui traînent et les épis qui traînent. Donc, du coup, tout le monde a le droit de venir. Il n'y a pas de date, mais on sait que c'est tant de jours après la récolte, les némouchottes passent. Et pourquoi ils ne passeraient pas avec les autres Avec les greniers Une seconde, j'ai besoin de la Et suite. comment ils sont répertoriés ces némouchottes? On y arrive. J'ai pauvre, j'ai les bouchottes. Amar Rabbi Yochanan savait des Hazlé à Tigra. Voilà votre réponse. Mais c'est qui ces némouchottes? On n'a pas compris encore c'était qui ces némouchottes. Pourquoi ils passeraient pas en premier ceux-là? Alors quoi, ils passent en premier alors c'est fini, ils prennent tout? On dit en fait, c'est quoi les némouchottes? Sabé. Ah, j'ai sauté une ligne. oui. Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. J'ai sauté une ligne. Donc, on reprend. Quand est-ce qu'on a le droit de prendre Leket, Shicha et Péa à partir du moment où les némouchottes sont passées? Je continue. Péret. Maintenant, à partir de quand est-ce qu'on peut faire la mitzvah de Péret, Ve'olelot, donc les deux autres mitzvot par rapport donc au raisin et au grappe, ouais. Michelhu, Aniyim, Bakerem. Ve'yavohu, Bezetim. Ve'yavohu. Bezetim, Mishetered Reviashniya. Donc là, ici, on a toutes les précisions. Donc, les trois mitzvot, c'est à partir des némouchottes. Bien. Pour les vignes, à partir de quand on a le droit de récupérer ce qui reste dans les vignes? À partir du moment où les aniyim, les pauvres, sont partis. Quand tu vois qu'il n'y a plus de pauvres, c'est bon, tu peux récupérer, c'est qu'ils ont fait leur boulot. Et les olives, à partir de quand on peut récupérer les olives qui restent sur l'arbre? Et il nous dit, à partir du moment où il y a les deuxièmes pluies. Voilà, c'est ça qu'on voulait. Attends une seconde. Les olives, c'est par rapport aux deuxièmes pluies. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a les deuxièmes pluies qui tombent, on considère que l'olive ne sera plus utilisable. Donc même les pauvres ne viendront plus les récupérer. Elles sont mortes, ces olives-là. C'est fini. Et on sait effectivement que quand la pluie commence à tomber sur les olives, ça les abîme. Ça les abîme. La première pluie, ça passe encore. Les deuxièmes pluies, ça y est, plus personne ne viendra chercher tes olives. C'est foutu, ces olives. Pourtant, la récolte des olives, elle est plus tardive. Hein. Quelle période, je sais pas. Même en Israël? Surtout en Israël. Ouais, quelle période? Elle tombe aux alentours de Hanouka. Les olives, vous voulez dire? Des olives. Aussi tard que ça? Possible. Je peux vous... Possible. Ouais. Possible. En tout cas, ce qu'on veut nous dire ici, c'est que les pauvres, eux, ne feront plus l'effort d'aller chercher ces olives À la deuxième pluie. à partir de la deuxième pluie. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est Donc, l'opinion de Rav Bindoun. ouais. Et il dit qu'en fait, c'est pour ça qu'on mange des beignets à Hanouka, c'est à cause des olives. Ah, qu'on récupérait l'huile. Et pourquoi est-ce qu'on attend jusqu'à... Pourquoi est-ce que Hanouka, c'est jusqu'à Hanouka qu'on peut être encore récupéré par Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire depuis Sukkot, c'est jusqu'à Hanouka, Jusqu'à parce que c'est les dernières olives. Voilà, c'est ça? Il semblerait, d'après ce qu'on voit là, que tu commences la récolte des olives en début de saison d'hiver, et que les pauvres, du coup, peuvent passer tout de suite. À partir de quand tu redeviens le propriétaire de tes olives? À partir des deuxièmes pluies. Où là, du coup, on considère que les pauvres ne viendront plus et que tout le monde a le droit de venir les prendre. Oui, mais elles sont abîmées quand même. Mais elles sont- T'as le droit de les 7 prendre jours. dans les impôts. Chazal, ça veut dire que les pauvres, à partir du moment où ils voient qu'elles sont abîmées, ils ne viendront plus les prendre. Donc toi maintenant, si toi tu veux en faire quelque chose, de l'huile ou je ne sais pas ce que tu peux en faire encore, tu peux. Ça pose pas de problème, tu peux les utiliser après. On n'a pas dit qu'elles sont inutilisables. Peut-être qu'on peut encore les utiliser pour faire autre chose. Ouais. Pour le premier cas, pour les Kachira et Oui, Péa, oui. on dit quand c'est Les némouchottes. Les mouchottes. Oui. C'est-à-dire que c'est après les Ani'im, forcément, et après les némouchottes. Il y a exactement. Il y a les aniim, les némouchottes. Alors que pour les deux suivants, Oui. ce n'est que les Ani'im. Exactement. On ne parle pas de D'accord, némouchottes. parce que On va c'est voir, plus tard. vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est probablement plus tard. Vous allez voir pourquoi. C'est D'accord. que pour le blé. Hein. Oui, exactement. Les némouchottes, c'est pour le blé. Alors maintenant, qui sont ces némouchottes? Là, la Gemara va le dire maintenant. Amar Rabbi Yochanan, Maï némouchottes. C'est quoi les némouchottes? Amar Rabbi Yochanan savait
Des Hazlé à Tigra. Ce sont des savés, des vieux. Ce sont des vieux qui marchent sur une canne. C'est ça qu'ils arrivent après les... C'est pour ça qu'ils viennent pas tout de suite, ceux-là. Ils vont se faire bousculer par tous les pauvres qui vont se jeter dans le champ pour récupérer tout de suite. Quand ils marchent doucement. Ils marchent doucement, ceux-là. Quand ceux-là sont venus, t'es sûr que personne viendra derrière eux. Il n'y a plus rien. C'est les derniers. Pas avant parce qu'ils sont pris. Il n'y a pas de prioritaire. Les gens qui marchent avec une canne. Non, il n'y a pas de priorité. Mais ils sont lents comment Hein Ils passent pas avant, parce qu'il n'y a pas de avant. C'est soit à la date où tout le monde commence. Donc si tout le monde commence, ils vont se faire bousculer par tous les petits jeunes pauvres qui vont aller se jeter partout, se bousculer, tout ça. Et alors Eux, ils se disent, on va laisser la fougue de la jeunesse passer en premier. Nous, on est plus vieux, on viendra après. Mais tout à l'heure, Et comme on vient après, on n'a pas d'autre choix que d'aller chercher partout. Avec nos mains, même machèche, on cherche, on tâte partout le terrain pour voir où est-ce qu'il reste à manger. Donc, une fois que eux sont passés, tu peux être sûr qu'il ne reste plus rien. Une petite question. Oui. Pourquoi est-ce que les étimes, ce n'est pas dans une des catégories de les kachira? Il n'y a pas un nom. Non, ces étimes, c'est spécial. En fait, c'est PR. L'otefa'er acharecha, c'est le mot de la Torah. L'otefa'er acharecha. D'accord. Donc c'est une spécificité des olives. D'accord. Donc les olives aussi. Les olives, c'est les deuxièmes pluies. C'est toutes les récoltes. Non, d'après la Torah, c'est l'olive. Tafka l'olive. Il y a un truc de l'olive. Les oranges et les. Non, c'est l'olive. Il n'y a pas de. Pas d'après la Torah, non. C'est sûr que non. D'accord. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a appris ici C'est que, à quoi me sert la date des deuxièmes pluies? Donc pour revenir sur le fil, à quoi nous sert la sert des deuxièmes pluies? C'est pour savoir à partir de quand les olives, tu as le droit de les récupérer. Donc, il n'est pas d'accord avec l'opinion qui parlait des vœux, etc. C'est pas par rapport aux vœux, c'est par rapport aux olives. C'est une halakha pour tout le monde, qui concerne tout le monde. D'accord. À partir de quand est-ce qu'on a le droit de récupérer les olives des arbres? Et pourquoi il y a une mouchotte uniquement pour les blés, pas pour le reste? Mais c'est logique. Parce que pour les olives, les némouchottes, comment ils vont aller chercher les olives? leur canne. D'accord. Ils vont pas les chercher. Ils vont chercher que le blé, les némouchottes, c'est tout ce qu'ils ont. Némouchottes. Très joli commentaire du Chazon Ish sur ça, à un degré complètement différent. En fait, il nous dit, c'est quoi les némouchottes? C'est l'écouter, achar l'écouter. C'est ceux qui passent après ceux qui sont déjà passés. Finalement, c'est ça l'idée, d'accord? C'est ceux qui passent une fois que tout est déjà passé. Le Chazon Ish dit, on dit à propos du Chazon Ish, qu'il était l'écouter, achar l'écouter. Qu'il passait après que tout le monde soit déjà passé. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit, le Chazon Ish, dans son étude de la Torah, il avait une approche très particulière. Quand on étudie la Torah, très sincèrement, nous tous à notre niveau, etc., on se dit, je prends un livre, un verset de la Torah, d'accord, un chumash. Je me dis, sur le chumash, il y a déjà eu Rashi, le Ibn Ezra, le Sforno, le machin, le Ramban, etc., etc. Qu'est-ce qui me reste à moi à m'investir là-dedans pour essayer de donner un pshat? J'ai rien à faire, j'ai juste simplement à lire ce que les autres ont déjà dit avant moi, et c'est terminé. On nous dit qu'à propos du Chazon Ish, il se considérait comme étant un likouté, achar likouté, c'est-à-dire, il y a beau avoir déjà 50 interprétations du verset, il n'empêche que moi, je veux avoir ma lecture du verset. C'est pas pour dire que je veux pas me fier à tout ce qui a été écrit avant moi, c'est pour essayer de trouver comment moi, je m'approprie le texte de la Torah. Ça m'appartient aussi, ce texte-là. Donc je suis un likouté, achar likouté, je passe après ceux qui sont déjà passés. Et d'ailleurs, on nous dit que le Chazon Ish, vous savez comment il étudiait la Gemara? Il prenait que le texte de la Gemara. Il enlevait Rashi, il enlevait Tosfot. Il s'interdisait de lire Rashi et Tosfot quand il étudiait la Gemara la première fois. Il étudiait la Gemara, il essayait de la comprendre. Une fois qu'il avait un pshat de la Gemara du début à la fin d'un sujet, ensuite il allait voir comment est-ce que Rashi, lui, l'interprétait. Et s'il trouvait qu'il n'était pas d'accord avec Rashi, alors se posait la question de savoir pourquoi est-ce que Rashi n'est pas d'accord avec lui et pourquoi lui il pense comme ça, etc. C'est ça l'écouter, achar l'écouter. C'est-à-dire qu'il faut être capable, malgré bien le fait que tout le monde ait déjà interprété la Torah, etc., d'être capable, nous aussi, de se dire, attends, mais comment est-ce que moi je comprends les choses? Exactement. C'est ça le Chazon Ish.
Ah, Enfin, tout le monde. alors quand je dis, Bien sûr, exactement, mais, c'est pas le gars qui étudie la première fois de sa vie une page de Gemara qui va dire, ah ouais, je vais inventer un truc, pour moi les Némouchotes c'est un truc. Non, c'est pas ça non plus. C'est une fois que tu as les connaissances nécessaires pour faire un chidouche, d'accord, alors là effectivement tu vois quel est ton chemin là-dedans. Et donc c'est ça, l'écouter, achar l'écouter, c'est ceux qui passent après ceux qui sont déjà passés. D'accord, c'est la force d'avoir un regard neuf sur le texte qui est devant nos yeux. Ça, c'est ce qu'on dit donc à propos du Chazon Ish. On continue. Rav Papa. Rav Papa n'est pas d'accord avec Rav Zvid. Rav Zvid, il disait que la deuxième pluie servait à la date des olives. Le premier disait par rapport au vœu. Rav Papa, il a une troisième opinion. C'est qui le premier? Le nom du Tanakama, enfin, on ne sait pas. Rav Papa Amar, Kede lehaler bishvile areshut. De Amar Mar, Ma'alechin kol adam bishvile areshut ad sheteret reviya shniya. Ça, c'est très intéressant. Il nous dit que tu sais quoi, à quoi te sert cette seconde pluie là, la date de la deuxième pluie? Il y a un moment dans l'année où le Bet Din autorise à tous les passants, tous les commerçants, etc., à raccourcir leur chemin en passant sur des champs qui appartiennent à des gens. À des gens. Normalement, Que terrain privé. Normalement, tu n'as pas le droit de traverser, même si c'est pour te faire gagner de la route, du temps, tu n'as pas le droit de traverser le chemin de quelqu'un qui est pas à toi. Tu n'as pas le droit, c'est privé. Mais te dire, je fais que passer, je mange rien. C'est pas le problème, tu n'as pas le droit de passer sans l'autorisation du propriétaire. Eh bien, pourquoi? Parce que tu risques d'abîmer la récolte. Chazak. À partir d'un certain moment, le Bet Din proclame, messieurs les commerçants qui êtes en chemin, etc., à partir d'une certaine date, vous avez le droit de passer dans les champs de propriétaires. À partir de quand? C'est quoi cette date? Reviya Shniya, à partir de la deuxième pluie. Parce que toutes les récoltes sont déjà rangées. Les vendanges, les machins, ça a déjà passé. Donc du coup, quand il y a une deuxième pluie, on considère que les gens ont le droit de traverser ton chemin. C'est un peu la même chose Que quoi? ce qu'on vient de voir juste avant. Quoi. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'en fait, ça rappelle au même dans le sens où il y en a un, il dit c'est la deuxième pluie, ça marque le moment où Les olives s'abîment, machin, ouais. les se sont abîmées. Et en fait, c'est aussi le moment où le propriétaire il a rendu son champ et il a décidé que son champ, les pauvres pouvaient venir. Ça pourrait être des halakhot complètement différentes. On pourrait très bien imaginer qu'il y a des dates, oui, que ça corresponde à la même date, je veux bien. Mais on aurait pu imaginer des choses différentes. Non, parce qu'on peut peut-être parler des champs de pommes et d'orangers, par exemple. Razak, ceux-là, Pour lesquels il n'y a pas de... ceux-là tu pourrais passer n'importe quand. D'accord, donc là, il précise que c'est tous les champs. Razak, exactement. Parce que quand tu me dis là où il y a des trucs, des vergers, machin, ça gêne rien de passer à côté. Mais là, on parle là où il y a du blé qui pousse. À partir de quand j'ai le droit de traverser ce champ-là? On nous dit, d'après Rav Papa, à partir du moment où il y a les deuxièmes pluies qui sont tombées. Donc à partir du 23 du mois de Cheshvan, c'est bon, ces chemins-là sont ouverts. Est-ce Combien de au temps point, Razak, au point de dire que tout le monde a le droit de passer là-dedans? Ça, c'est une discussion. Quoi, monsieur, tout le monde a le droit de passer? Quoi, là, ça va être le passage public, quoi. Tout le monde va piétiner ce champ-là, quoi. Tu vas laisser tout le monde rentrer chez toi sans problème, tu dis rien. Certains nous disent non, c'est pas tout le monde. C'est les commerçants, les gens qui sont en chemin tout le temps et qui sont contents quand même de gagner un peu de temps. C'est pas le gars qui veut juste rentrer chez lui et qui va te couper par ton champ parce qu'il va gagner 5 minutes. On parle pas de celui-là. On parle des gens qui sont constamment en chemin et qui ont besoin de gagner un peu de temps parce qu'ils n'en peuvent plus de marcher. D'accord, ceux-là oui, mais pas tout le monde. D'accord, c'est pas ton champ est devenu ouvert à tout le monde. À partir de deuxième pluie. À partir, regardez ce qu'il y a écrit. 23. Regardez. Rav Papa Amar, Kedel Aler Bishvila Areshut Amarmar, mais Alechin Kol Adam Bishvila Areshut, Ad Am Mechila. Ad Shetered Reviya Shniya, excusez-moi, vous avez raison, c'est l'inverse. Tu as le droit d'y aller, excusez-moi, on a inversé le truc. Tu as le droit d'y aller jusqu'à quand? Jusqu'au deuxième pluie. Ah, du coup, alors, on peut se poser la question, où est la logique alors là? Effectivement, Razak, très bien. Très bien vu. Très bien vu. Ad, excusez-moi, Ad, jusqu'au deuxième pluie. Ah, du coup, ça change toute notre approche. Bah oui. Alors, comment on réfléchit? Est-ce qu'il y a un rachis sur ça?
Ah oui, parce que ça. Sheyesh reshut mibed din leo vedrachim les katzer shvilim les l'herbe basadot. Parce que vous avez planté des choses, ça commence à pousser. Attends, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi c'est Had? Pourquoi c'est Had? Parce qu'à partir de ce moment-là, l'agriculteur il va commencer à travailler sa terre. L'explication, c'est quoi? Non, parce qu'en fait, Il va commencer à dire. Ah, tu retravailles tout de suite ta terre? Non, je pense qu'il faut qu'elle repose d'abord. Non, Tu la laisses pas comme ça? 23, il bloque Je regarde. les terres aux propriétaires, alors qu'avant, il Mikan Vaïlar caché et Drissat Regel. ça correspond jusqu'au Ah, regardez, j'ai un commentaire ici, je pense que vous l'avez dans vos livres en traduit aussi. Regardez ce qu'il dit. Hachetered Reviashnia, donc jusqu'à la deuxième pluie, chez Mikan Vaïlar, à partir de ce temps-là, caché Drissat Regel, Lidvoa Achadasha, chez Tzamcha Baem. Très intéressant. Ouais, bien sûr, bah oui, c'est logique. En fait, parce que maintenant, à partir de cette date-là, si les gens vont piétiner ce terrain, ça va abîmer la nouvelle récolte. Mais bien évidemment. Parce que quand est-ce qu'on a fait la moisson? À Shavuot. C'est quand la date de la moisson? Ah oui. La fête de la moisson, c'est quand? Ah oui. C'est Shavuot, c'est en Sivan. Donc c'est combien de temps? C'est en Sivan, bien sûr. C'est en Sivan. C'est en Sivan qu'on a fait la moisson. Avant l'été. Khazak, c'est avant l'été. C'est avant l'été, sinon ça sèche. C'est avant l'été qu'on a fait la moisson. Mois de mai. Ensuite, il y a le mois de quoi? Il y a le mois de Tishri. En Tishri, on a tout engrangé, c'est-à-dire que de Sivan à Tishri, on a fait la moisson, on a vanné, on a récupéré les grains, on a fait un peu sécher les grains, etc. Avant que commencent les nouvelles pluies, tu rentres tout en grange avant la fête de Sukkot, Tishri, Cheshvan, tu commences à travailler ta terre. Bien sûr, bien sûr, on était complètement décalés, messieurs. D'accord, Cheshvan, tu commences à travailler ta terre. Donc, le 23 du mois de Cheshvan, tu as déjà semé. Tu as déjà travaillé ta terre, tu as labouré, tu as tout fait. Razak, les premières pluies. Allez, tu peux encore marcher. Et maintenant, ça y est, il y a les deuxièmes pluies qui arrivent. Les deuxièmes pluies, ça y est, ça va commencer maintenant à pousser un petit peu, etc. Là, maintenant, si tu marches sur ce terrain-là, Razak, tu vas tout appuyer. Voilà. Et ben oui. Et maintenant, si les gens commencent à piétiner le terrain, ça va tout abîmer. Donc, merci de la précision, très importante, merci. D'accord. Donc, on a le droit donc, de marcher sur les terrains jusqu'au deuxième pluie. À partir de là, le Beddin l'interdit complètement, même pour les gens qui sont tout le temps en chemin. D'accord, ils nous interdisent de le faire. Juste une question. Très bien. Les pauvres, normalement, ils sont déjà passés depuis un bail. Ah bah oui, bien sûr que les pauvres sont prisonniers. Alors donc, pour revenir juste à... Oui, mais non, mais il reste encore. Qu'est-ce qui reste encore? Il peut encore rester maintenant que tout le monde est parti des champs. Ils ont un laps de temps beaucoup plus long. Exactement. Pour récupérer leur... Bah oui, tu le vois le laps de temps. Dans le champ, attention, hein, dans le champ de blé, ça va aller très vite, parce qu'il va y avoir la moisson en Sivan. Ouais. Les pauvres vont passer tout de suite en Sivan. Les Némouchotes, ils vont passer aussi. Avant Tishri, largement, il n'y a plus rien déjà. Pour les olives, c'est plus tardif. Voilà, c'est ça. Les olives, c'est plus tardif, parce que la récolte se fait plus tard, etc. Et ça va aller jusqu'au deuxième pluie. Maintenant, lui, Rav Papa, il a finalement c'est pour ça qu'on s'est pris le pied dedans, c'est qu'en réalité, Rav Papa, il a l'opinion inversée. D'accord, c'est que tu as le droit de faire quelque chose jusqu'au deuxième pluie. Alors que les deux premières, c'est pour ça qu'on était dans un schéma de réflexion à l'envers. Parce que les deux premières, c'est à partir des deuxième pluies, tu as le droit de faire un truc. Alors que là, c'était jusqu'au deuxième pluie, tu as le droit de faire un truc. D'accord, donc c'est pour ça qu'on a mal réfléchi. La question de Temax, elle est plus pertinente maintenant. Parce que c'est comme ça qu'il t'appelle, non? Oui, c'est quoi Pourquoi dis, c'est quoi la question? C'est un Temax, hein. Alors allez-y. Parce que on dit que à partir de la deuxième pluie, on a le droit d'aller prendre les quêtes, etc. Alors que maintenant, on nous dit que jusqu'à qu'on ne peut marcher jusqu'à la deuxième pluie. C'est-à-dire, c'est pas la peine de permettre à quelqu'un d'aller chercher du leket s'il n'a plus le droit de marcher dans les champs. Ah oui, de toute façon, c'est sûr. Alors donc. Ah, c'est sûr. Maintenant, n'oubliez pas que c'est urgent. Voilà, oui, non. C'est quand même deux opinions, mais je suis d'accord avec vous, c'est sûr, forcément. Les gens ont le droit de marcher parce que aussi c'est un moment où il n'y a pas de récolte. Il n'y a rien qui va pousser maintenant, il n'y a pas de graines, il n'y a pas rien. Donc si les gens piétinent, ça pose aucun problème à ce moment-là. Effectivement, on est d'accord. Oui. Ne te gêne pas. Ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est le maaser, c'est les troumot et masrot. Les pauvres, oui. ils ont un maaser. Oui. Bien sûr, lequel? Allez, répondez-moi vous-même. Vas-y. Il donne une partie de ce qu'il reçoit.
assez, mais Je suis obligé de vous coincer un peu parce que sinon c'est la honte. Mais bien sûr, ben oui, quels sont les messieurs, quelles sont les années où les prélèvements sont pour les pauvres? c'est la 3e et la 5e année. La 3e et la 6e. 6e. D'accord, la 3e et la 6e année du cycle, les prélèvements, pas tous, une partie des prélèvements c'est pour les pauvres. Ah, troisième et sixième. Eux donnent, c'est presque eux droit à Maaser. Oui. Oui, quoi? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de maaser sur la récolte des pauvres. Non, pas du tout. Pas du tout. On continue. J'ai compris. On continue. On continue. Ah, de quoi vous parlez? Allez-y, de quoi? Justement, lorsqu'il y a eu la portage de la terre d'Israël, Ouais. que c'est interdit de traverser justement les champs. Et ça commence. Bah oui, parce et c'est logique. C'est logique parce que c'est le moment où on a dispatché la terre d'Israël. Donc du coup, il y a une appartenance. Donc ça remonte depuis la création. Ah, ouais, c'est logique. Depuis qu'on est arrivé sur la terre d'Israël, on n'a pas le droit de traverser les champs de tout le monde. On est d'accord. Après, c'est qu'en Israël La mitzvah a été donnée en Israël. Maintenant, c'est clair qu'on n'a pas le droit non plus en France, etc. Mais la mitzvah, c'est clair, elle a pas été de la donnée en Torah. Israël. Et le Beit Din n'a tranché que par rapport à Israël. Cette autorisation-là, elle était tranchée au Beit Din d'Israël. D'accord. On continue. Rav Nachman, Bar Yitzhak Amar. Rav Nachman, lui, il n'est pas d'accord. Encore. Eh oui, encore d'autres opinions. À quoi me servent la date des deuxièmes pluies? C'est comme quoi, hein? Rav Nachman, il dit quoi, hein? Les Ba'er Perot Shvi'it Ditnan, An Matai Neheni Vesorfim Bateven Vaka Shel Shvi'it, Acheteret Revia Shnia. Alors là, je vous ai rapporté un petit Shulchan Aruch. Les barres, ça ne veut pas dire éclairé. Non. Alors, une seconde. D'abord Shulchan Aruch et après je vous traduis. Je vous rappelle, la Shemitah. Ah, très bien. Ok, exact. Les fruits de la Shemitah. On dit partout, machin, la Shemitah, on mange rien. En fait, c'est faux. La halakha, elle est très précise. Ce que tu n'as pas le droit de faire avec les fruits de la Shemitah, c'est de faire du commerce avec ces fruits-là. Tu n'as pas le droit de commercer. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'on considère que cette année-là, la terre revient à Kadosh Baruch Hu. Donc, puisqu'elle est à Kadosh Baruch Hu, tout appartient à tout le monde. C'est Efker. On peut le donner là. On peut le donner. Attends. C'est même pas, non, elle est pas. Même pas. Elle est pas à toi, tu peux pas. Si tu donnes, ça montre que tu es le propriétaire et que tu as. C'est pas ça. C'est que tu dois ouvrir ton champ, tu plantes un panneau à l'entrée de ton champ et t'écris Efker. Serre-toi. Ouvert. En exclusif. Attention, toi-même, tu as le droit aussi de te servir. Oui, parce que c'est- Je n'ai pas dit que tu vas crever de faim. Moi, le propriétaire, j'ai le droit de me servir, mais autant, pas plus, que monsieur tout le monde. N'importe qui, même un riche, a le droit de rentrer chez moi. Pardon? Mais bien sûr, tout le monde va venir. Parce que tu ne trouves rien sur les marchés. Il n'y a pas de commerce. C'est pas de commerce. Ouais. Donc tout le monde va venir. Toi, il sait que chez toi, il y a des olives, chez toi, il y a des oranges, chez toi, des machins. Et donc, on va chacun, chez l'autre, manger pendant une année. Efker. On a le droit de les manger, ces fruits-là. Pendant la Shemitah, toujours on entend il ne faut pas manger. C'est faux. On a le droit de les manger. C'est même une mitzvah de les manger, les fruits de la Shemitah. Est-ce qu'on fait la Le prière? problème, ce qu'ils font, c'est Mais- dans les territoires, c'est qu'ils font des centrales. Exact. Mais tu dois les manger, comme on considère que l'année de la Shemitah c'est une année qui est sacrée, qui est kadosh, tu dois les manger dans des règles de kedusha très sévères, très strictes. Si tu es impur, tu ne peux pas les manger. Tu n'as pas le droit de profaner ces fruits. Tu n'as pas le droit de les jeter à la poubelle. Ils doivent être pour la consommation. Les orla, ce sera pour toi, pour la consommation. Pas pour les jeter, pas pour en faire du commerce, pas pour en faire des choses qui ne sont pas liées à la consommation. D'accord? Se posera la question, est-ce que j'ai le droit d'en faire des huiles pour la peau, etc. Ce sera des vraies questions halachiques. D'accord? Mais en tout cas, tu as le droit de les manger, ces fruits-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une poubelle spéciale pour la Shemitah. Il y a la poubelle de la Shemitah. C'est quoi la poubelle de la Shemitah? C'est une sorte de compost. C'est les fruits. C'est les fruits que tu n'as pas mangés, ou les épluchures, etc. Tu n'as pas le droit de les jeter à la poubelle, les épluchures. Tout le fruit, les kadosh. Ah, qu'est-ce que j'en fais? Tu dois les mettre dans un endroit spécial, une poubelle spéciale Shemitah, où ça se détériore sans que toi tu le mettes à la poubelle. Ces fruits-là, tu n'as pas le droit de les manger en dehors d'Eretz Israël.
D'où le fameux interdit, pendant l'année de la Shemitah, de nous qui sommes en France, de ne pas consommer les fruits qui viennent d'Eretz Israël. Ça vient de là. Et le vin. Mais eux, ils peuvent le faire. Chazak. On peut les acheter dans le vin juif. Chazak. D'accord, ça vient de là tout ça. On n'a même pas le droit de l'amener dans l'avion avec nous. Non. Ce fruit-là de la Shemitah. c'est- Toi, tu es en Israël, tu achètes une pomme. Enfin, tu prends une pomme, tu as le droit de la manger. D'accord, mais en réalité, quand tu traverseras la frontière, tu n'as plus le droit de la manger. Ce fruit-là, il doit être mangé qu'en Eretz Israël. Etc., etc. Est-ce qu'on fait la prière de fruits? Bah, bien sûr. Mais- Non, pardon. Mais, une fois qu'on a expliqué tout ça, sachez qu'il y a une mitzvah que très peu de gens connaissent. Nous, en France, on ne connaît pas du tout. C'est ce qu'on appelle le biour. Ben oui, mais vous rigolez, mais en réalité, c'est vrai. C'est quoi? Il y a un biour des fruits de la Shemitah. De la même façon que la veille de Pessah, on doit brûler le Hametz. Eh bien, il existe exactement la même notion sur les fruits de la Shemitah. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Shulchan Aruch. J'ai fait la photocopie pour pas avoir le bouquin entre les mains. Mitzvat biour. Il y a une mitzvah, effectivement, de détruire les fruits de la Shemitah. Qu'est-ce que ce truc? Voilà ce que nous dit la Torah. La 7e année. Oui, Oui, bien sûr. regardez comment ça marche. Bizman shekalu minas sadeh mutar le echol perot shviit rak kol zman shem metsuyim gam basadeh. Il y a une notion. Ça se déduit d'un verset, hein, mais le verset on va le voir ici, donc on va le comprendre. On nous dit les fruits de la Shemitah, tu as le droit de les manger tant qu'ils sont sur les arbres. Tant qu'on est dans la saison où le fruit est encore sur l'arbre, tu as le droit de consommer les fruits, toi, tout tranquille à la maison. Tu as le droit de les garder, tu as le droit de les stocker, tu as le droit de les manger, tout ce que tu veux. À partir du moment où ils ne sont plus trouvables sur l'arbre, tu n'as plus le droit de les manger. Non seulement tu n'as plus le droit de les manger, mais tu dois les brûler. Tu dois les anéantir. Ils doivent disparaître, ces fruits. J'ai pas fini. Aval bismat shekale min mesuya minasade, à partir du moment où cette espèce de fruit-là disparaît des champs, parce que c'est plus la période, chayavim levaer, tu as une obligation de te débarrasser, machenimtsa beoto amin babaït, même ce que toi tu as déjà récolté et que tu as stocké à la maison. Tu as un cajot de pommes, d'accord? Tu as des pommes, ok? Tu manges les pommes, il n'y a aucun problème, toi, tes enfants, machin, tu en fais des jus de pommes, tu fais ce que tu veux avec. Et il y a une date limite de consommation. Quelle est la date limite de consommation? C'est lorsqu'il n'y a plus de pommes sur les arbres, tu n'as plus le droit de manger tes pommes qui sont stockées. Tu n'as plus le droit. Ah bon? Non, pas de délai, le jour même. Alors oui, bien évidemment. Vous allez me dire, c'est pas le même jour où toutes les pommes disparaissent des arbres. Une seconde. Déjà, d'où est-ce que ça sort ce truc-là? Eh bien, tenez-vous bien, c'est une mitzvah de la Torah. C'est pas un minag, machin. C'est une mitzvah de la Torah. Dans les 613 mitzvot, il y en a une qui s'appelle Biour Perot Shviit. C'est quoi le verset? Du coup, si vous dites que c'est la Torah, donne-moi un verset. Il est écrit dans la Torah à propos des lois sur la Shemitah. Il y a une dracha qui est faite par les Chachamim qui est incroyable. Le verset nous dit: ces fruits-là seront pour tout le monde. Ils seront également pour les bêtes des champs. Tu n'as pas le droit de chasser une bête qui rentrerait dans ton champ pour manger. Tu n'as pas le droit, c'est la Torah qui te le dit. Tu n'es pas propriétaire dans cette année-là, tu n'es pas propriétaire, qu'est-ce que tu veux? Donc les bêtes domestiques, comme les bêtes sauvages qui viendraient dans ton champ pour manger, tu n'as pas le droit de les chasser. Ils ont le droit de les consommer. Tiyé, chol, tevuata, le echol. Il y aura toute la récolte pour être consommée. Et les Chachamim font une dracha. Quelle est la dracha sur ce verset-là? Dracha officielle. Tant que les animaux peuvent manger des fruits en question, alors toi tu pourras aussi en consommer. Mais si les animaux ne peuvent plus trouver de ces fruits-là parce qu'il n'y en a plus sur les arbres, alors toi tu ne peux plus non plus en consommer. C'est-à-dire que la Torah a mis au même degré la consommation des bêtes et ta propre consommation sur les fruits de la Shemitah. C'est extraordinaire ça. C'est incroyable, hein? Oui. Et donc du coup, s'il n'y en a plus sur les arbres, tout ce que tu as en stock, tu dois le brûler. Tu dois t'en débarrasser. Il faut se promener dans les champs tous les jours. Alors sachez. Des chamaches. Pardon? Les animaux qui mangent des fruits qui sont pas. Ok, combien de temps ils vont rester par terre? C'est le temps où ils sont encore sur les arbres. Après, ça va pourrir, c'est fini. Après, ça pourrit. Une fois qu'ils sont plus sur les arbres, ils vont plus tomber, et donc il n'y aura plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir du moment
Quand est-ce que les animaux vont s'arrêter de passer? Lorsqu'il n'y aura plus de fruits sur les arbres. Donc, à partir de ce moment-là, tu dois te débarrasser des fruits que tu as en stock à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? On ne doit pas les jeter. Attends une seconde. Non. Pas le jeter. Une seconde. Brûler. Qu'est-ce que s'appelle, comment est-ce qu'on interprète le biour? D'accord, parce que biour, c'est un mot qui est très fort, c'est anéantir. Biour chametz, c'est l'anéantissement du chametz. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà l'opinion du Rambam, Maïmonide. Alors écoutez bien, c'est très précis. Lorsque la date arrive, alors tenez-vous bien, en Israël, puisque ça concerne Israël, ces mitzvot-là, il y a un tableau qui est toujours en vigueur et qui est toujours respecté, c'est une mitzvah qu'on fait encore. Il y a un tableau et il y aura sur ce tableau, pour chaque espèce de fruit, la date officiellement retenue pour dire que c'est la date du biour. Pour chaque fruit. Les bananes, ils ont une date, les avocats, ils ont une date, les trucs, ils ont une date. Chaque fruit a une date. Liée à la saison, à la récolte des fruits en question. Alors qu'est-ce que je fais? Le Rambam dit la chose suivante. Lorsque la date arrive, la fameuse date, lorsqu'il y a la date, qu'est-ce que tu fais? Alors quoi? Tu jettes tout? Et nous dit, une seconde. Tu donneras de quoi manger à chaque membre de ta famille, de quoi avoir 3 repas. Donc si c'est des pommes, on a l'habitude d'avoir une pomme par repas, eh bien tu multiplieras le nombre de pommes pour 3 repas par famille, par personne dans ta famille. Tu donneras à chacun finalement un petit stock de pommes. Voilà ton stock de pommes pour 3 repas, toi pour 3 repas, pour 3 repas, pour tous les membres de la famille. Et ensuite, vêt à notar et ce qui reste de ton stock, ou mais abed minaolam. Tu dois l'anéantir, ça ne doit plus exister. Tu le brûles, tu l'anéantis, tu en fais ce que tu veux, et ça ne doit plus être visible. Plus rien, terminé. Ça, c'est l'opinion du Rambam, Maïmonide. Les dates Aravad, Abur Mikem Mishne Shlavim, Bitrila, Keshekalu Aperot Ba'ir, ou Betamchua, Mouvaim Aperot Lebet Adin, Amechak et à O, Mafkir et Aperot. Alors, le Ra'avad, qui est un des commentaires du Rambam, il dit voilà comment ça se passe. Lorsque la date arrive, lorsqu'on ne retrouve plus de fruits, tu dois prendre tous les fruits qui te restent, tu les amènes au Beddin, et c'est le Beddin qui va les dispatcher à l'ensemble du peuple, pour que ça soit consommé rapidement. Ah, d'accord. Pour ceux qui n'en ont pas. Exactement. Et lorsque il n'y a plus du tout de fruits, c'est-à-dire que voilà, la grosse quantité est épuisée, ce qui reste encore, si jamais il reste encore des trucs, il faut les anéantir, il faut les brûler. Ok. Par contre, le Ramban Nachmanide, il dit non, pas besoin de les brûler ces fruits-là. Il y a une autre solution pour faire un bio. Et c'est effectivement l'opinion de Nachmanide sur le sujet. Il dit tu prends ton cajot, tu l'amènes dans la rue, tu le poses, tu le rends efker. Tu n'es plus le propriétaire de ces fruits, de ces pommes. Tu le rends efker. Celui qui veut, il a le droit de les prendre. Mais c'était déjà FKR. Non. Ça a été FKR tant que c'était sur ton champ, dans ton champ. Quand tu as fait récupérer ce que tu avais le droit de prendre, attention, il n'a pas le droit de tout prendre d'un coup. Il y a des quotas de savoir combien de pommes il a le droit de prendre, etc. Mais il a pris d'après les halachot. Donc il a pris des pommes. Un cajot, il a à la maison. Le surlendemain, c'est la date du bio. Il dit, ah zut, il m'en reste encore. Qu'est-ce que je fais? D'après le Ramban, tu les brûles pas. Tu les sors de chez toi. En fait, c'est ça le bio. Tu les sors de chez toi. Tu les poses dans le domaine public. Et tu dis, ces pommes appartiennent à tout le monde. Celui qui veut, il a le droit de les prendre. C'est très différent. C'est pas fini. Et le Ramban dit, toujours le Ramban, une fois que tu as rendu ces fruits FKR, tu as le droit toi-même de les reprendre. Tous. Pourquoi? Et de les consommer? Mais oui, pourquoi? T'en prends 10. Parce que si c'est FKR, c'est à tout le monde. Et toi, tu es aussi compris dans le monde. J'ai compris. Khazat. Donc finalement, d'après le Ramban, qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec ton cajot, tu poses, c'est FKR, et tu récupères et tu rentres chez toi. Laissez le temps quand même. C'est une ruse de Robin, ça. Alors j'ai compris, c'est dans une boîte, je mets dans. C'est quoi le. Alors, du coup, il est où le biour? Oui, parce que tu les consommes alors de l'autre côté on les a. Il est où le biour?
Tu l'as sorti de chez toi. Mais tu redeviens propriétaire si tu fais ça. Oui, tu l'as sorti de l'as chez donné. toi pendant quelques instants, très rapide en fait. Tu l'as sorti de chez toi, tu l'as rendu FKR et tu le récupères maintenant. Alors on n'emploie pas le mot biour. De quoi C'est pas le terme anéantir. Alors, il existe exactement la même question sur le Khamet. Oui, c'est ce que je fais. Dans ce cas, je vais sortir le rentrer. Non. Non. Sur le Khamet, t'as un interdit supplémentaire. Le céder, le posséder. Sur le Khametz, il n'y a pas qu'une mitzvah de biour. Il y a une mitzvah de biour et une mitzvah d'être en possession de Khametz pendant Pessah. C'est deux interdits différents. Là, ici, tu n'as pas une mitzvah d'interdiction de possession. Tu as une mitzvah de biour. Consommation. Alors, Et de consommation. Non, de consommation, non. Bah, quand on arrive à la date limite entre des fruits qu'on Oui, on a dit que tu dois faire un biour. Ah, et tu peux quand même les consommer après. Oui, mais la preuve, c'est que tu vas les consommer, ces trucs-là. Oui, mais selon d'après le Ramban. Voilà. Alors, en réalité, ce débat-là que nous avons, il y a exactement, tenez-vous bien, il y a exactement le même sur le Chametz. C'est-à-dire, quand on nous demande de faire le biour Chametz, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que j'ai une mitzvah de détruire le Chametz? Ou j'ai juste une mitzvah de m'en débarrasser? C'est pas du tout pareil. Est-ce que je dois le brûler? Ou il me suffit simplement de le sortir de chez moi et de le mettre dans la rue et je m'en vais? Non, je le rends FKR, il est à tout le monde. Je peux pas le récupérer, pas à cause du biour, parce que j'ai pas le droit d'en être propriétaire. Tu peux le Bien prêter sûr. une semaine après. Bah oui, bien sûr. Si je l'ai rendu FKR, tu le récupères après. Si tu es sûr que Ok, si je l'ai rendu FKR. Donc du coup, de whisky, vont rester. Notre biour, c'est pas forcément un anéantissement de la matière première. C'est sûr. C'est le fait de ne plus être propriétaire. Tu l'as rendu FKR. D'après le Rambam, il faut l'anéantir. D'après le Ramban, il suffit de le rendre FKR. Eh bien, ces deux mêmes-là, c'est les deux mêmes qui ont la marloquette sur le Chametz. D'après le Rambam, il faut anéantir son Chametz. D'après le Ramban, il suffit de le sortir. Jette-le à la mer. Tu l'as pas anéanti. Dans le Chametz, en réalité, la halakha, les deux sont valables. Les deux sont valables. On fait les deux. Et je pense que Ramban, il a Non, commencé attention, il ne parle pas du Chametz qu'on a vendu. Il a commencé Il par parle le Chametz. du Chametz que tu te débarrasses. On n'est pas obligé de le brûler. Il a fait d'abord son raison sur le Hametz. Ouais. Et si ça marche sur le Hametz, ça marche. Ouais. À ce moment-là, il le Ça peut fait. marcher aussi sur le reste. Moi, je les ai Il tient son idée. Alors, C'est-à-dire que le Hametz, on n'est pas obligé de le brûler. Razak, ça veut. Exactement. Tu peux prendre ton Chametz et le jeter dans une poubelle publique. Et tu dis quoi? C'est FKR, c'est plus à moi. Ah voilà. C'est plus à moi. Et ben, c'est exactement ce que dit le Ramban. Tu prends tes fruits, tu les mets dehors, tu dis c'est FKR, c'est plus à moi. Maintenant, comme il n'y a pas d'interdiction formelle de les manger, ces fruits-là, il y a un moment où il fallait que tu les rendes FKR, en même temps que les animaux. Mais après, tu peux encore les manger, il n'y a pas d'interdit. Donc tu les récupères et tu les rends FKR. Maintenant, sachez, en Israël, aujourd'hui, comment on fait? Parce que c'est une vraie chéla. Si je comprends bien, dans ce cas-là, quand je l'ai cueilli sur l'arbre, il a un statut de Kedusha. Oui. C'est pour ça que on doit le détruire par das. Mais une fois que je l'ai rendu FKR, il perd le statut de Kedusha. C'est une bonne question, ça. Parce que c'est pas une Ou la charcheba la perot efkirotam, ou racha il a chouvé les skototabahem. C'est une bonne question. C'est une bonne question. À mon avis, je l'ai pas vu. Je m'avancerai pas plus. Je pense qu'effectivement le degré de Gdusha saute du coup peut-être, puisque tu l'as. C'est fini. Puisqu'il le permet. Je n'irai pas plus. Je sais pas. Je préfère le vérifier dans un parce que c'est une bonne question. Vous voyez la question que tu as posée? Ça veut dire est-ce que ce fruit-là, une fois qu'il a eu le biour, etc., est-ce il s'appelle encore un fruit de la Shemitah? Est-ce qu'il n'est pas, Qui doit être consommé avec la Gdusha, etc. C'est une bonne question. il n'est pas cadeau Je ne sais jusqu'à pas. la date? Alors c'est la même question. C'est ça. Est-ce qu'il est kadosh jusqu'à la date du biour ou est-ce qu'il est kadosh tant qu'il existe? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Si c'est toujours kadosh, sans prendre en face. Je sais pas, il faut regarder. prendre un risque énorme. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas vu. C'est ma réponse. Il faudrait que je regarde dans le Shulchan. Alors en Israël, Autre chose, en Israël, sachez que cette halakha-là, On va pas dormir la nuit. sachez que cette halakha-là, c'est une halakha qui est tenue. Comme qui? Comme aujourd'hui on n'a pas le Beth Amikdash, et que les halachot sur la Shemitah ne sont pas d'après la Torah aujourd'hui à notre époque, elles sont d'après les Chachamim, parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Du coup, on tient non pas comme le Rambam, mais on tient comme le Ramban, qui est plus cool. Comme de toute façon, c'est une mitzvah qui n'est que des Rabbanan, tu ne vas pas en plus gaspiller de la nourriture, alors que d'après la Torah, tu n'es pas tenu de le faire.
De toute façon, tu es dans un cadre des Rabbanan. Si tu es dans le Dérabanan, tu peux faire comme l'opinion la plus cool. Laquelle? Celle de Nachmanide, qui te dit de les sortir et tu les rentres à la maison. Eh bien, sachez que dans les yeshivot, où ils ont des quantités, forcément, de nourriture et de stock, etc., ils font comme ça. Ils font comme le Ramban. C'est-à-dire que le jour du biour, et ils font comme ça, on le voit, ils font comme ça. Ils sortent les cajots de fruits et tout qu'ils ont à la yeshiva, les bouteilles de vin, tout. Ils sortent tout, ils le rendent efker, et ils le rentrent à la yeshiva. Tout de suite après. Et tout de suite après. Ils font comme le Ramban. Quelqu'un qui vient Alors, on reprend maintenant dans notre Gemara pour finir. Alors, s'il vous plaît, dans la Gemara, pour bien avoir tout ça en tête maintenant dans le texte, regardez ça. Donc, Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav bar Yitzhak, il dit: à quoi me sert la date donc des deuxièmes pluies? Donc c'est l'opinion de Rav Nachman. Intermédiaire. Les Ba'er Perot Shvi'it. D'après lui, la fameuse date. Pour lui, il considère qu'il y a une date pour tous les fruits. C'est quand la date? C'est la date des deuxièmes pluies. C'est à cette date-là qu'on doit faire le fameux biour des fruits de la Shemitah. Ditnan. On l'apprend dans une Mishnah. Jusqu'à quand on a le droit de tirer profit de tout ce qui pousse des fruits de la Shemitah. Jusqu'au moment où tombent les deuxièmes pluies. Maïtama, d'où ça sort ce truc-là? Quelle est la raison? Dirtiv, parce qu'on a un verset dans la Torah où il est écrit Velivem techa, et pour tes bêtes des champs, Velachaya, et pour les bêtes sauvages, Asher be'artsecha, qui sont sur ta terre, Kolzman, Shechaya ochelet basade, He'achel livem techa babait. Kale la chaya minasade, kale livem techa minabait. Donc voilà la dracha officielle. Tant que les bêtes sauvages peuvent trouver de ces fruits-là sur les arbres, alors toi tu peux non seulement les manger, et tu peux aussi nourrir tes bêtes domestiques avec les fruits en question. Une fois que les bêtes sauvages ne peuvent plus les consommer, ni toi, ni ta bête domestique, vous pouvez en consommer. Alors, ce qui est étonnant qu'il y ait une seule date. Razak, c'est pas la halakha, c'est l'opinion. Razak, je suis tout à fait d'accord. C'est l'opinion de qui? C'est l'opinion de Rav Nachman. Lui, il pense que la date, il y a une date pour tous les fruits, pour être un peu plus simple. Il y a une date, c'est quoi? C'est les deuxièmes pluies. Lorsque les deuxièmes pluies tombent, on considère que les fruits s'abîment et que peut-être les animaux vont plus venir les manger, je sais pas quoi. En tout cas, lui, il considère que la date des deuxièmes pluies, c'est cette date-là qui nous permet de savoir quand est-ce que je fais le biour des fruits de la Shemitah. Conclusion, messieurs. On a eu plusieurs opinions. À quoi me sert la date des deuxièmes pluies? Soit c'est pour le neder, soit c'est pour les olives, soit C'est pour le marché dans les champs. c'est pour traverser jusqu'à la date, j'ai le droit de traverser les champs. La bracha que je vous fais quand vous montez au Sefer Torah, elle doit marcher finalement. La bracha que je vous fais quand vous montez au Sefer Torah, elle doit marcher finalement. Et la quatrième opinion, donc c'est par rapport au biour des fruits de la Shemitah. Chazak Ovarot.